Lui, il n'a jamais demandé à être célèbre. Il n'a aucunement voulu être devant les écrans. Tout ce qu'il voulait, c'est que les nordistes pour lesquels il se battait soient considérés au même niveau que les sudistes. Tout ce qu'il voulait, c'est que M. Alassane Ouattara, président du RDR à l'époque, soit candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il voulait, c'est que ses convictions deviennent effectives, matérielles en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il s'est battu pendant un moment. Il n'a jamais été célèbre, mais il était connu pour sa bravoure et sa participation aux événements qui ont marqué la Côte d'Ivoire. Quand bien même ce fut très court, il a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire à une certaine dimension. Je suis sûr que tu le sais, aujourd'hui, on parle d'Ouma Diarra Souba. Non, je crois que tu le connais sous le pseudonyme Zaga Zaga. Dans cette vidéo, on parle de l'histoire d'Ouma Diarra Souba alias Zaga Zaga. Ouma Diarra Souba naît vers 1970. Contrairement à toutes les personnalités dont nous avons parlé sur cette chaîne YouTube, et vous allez le remarquer, il y a des personnes très célèbres et d'autres moins célèbres. Et au niveau des personnes moins célèbres, on n'arrive pas vraiment à avoir les informations claires, concrètes relativement à leur vécu, leur enfance surtout, parce que ces gens-là n'ont pas assez été médiatisés. Et lorsqu'il fallait les médiatiser, ils n'ont pas été pérennes sur la scène politique militaire ivoirienne. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir beaucoup d'informations sur leur parcours, leur vie, surtout au niveau de l'enfance. Ce qui ne conforte pas les informations que nous avons réussi à avoir au niveau de la vie de M. Ouma Diarra Souba. Il naît vers 1970 et grandit dans une famille très modeste. Lui, en ce qui concerne ses études, il n'a pas été au-delà du CEP, donc de la classe de CM2 en Côte d'Ivoire. Et tout porte à croire qu'il n'a même pas atteint la classe de CM2, voire obtenu le CEP. Mais il a fait des études primaires, ça faut le signifier. Par la suite, il y a deux versions au niveau des sources que nous avons touchées. Une version qui dit que au niveau de son enfance, parce qu'il n'a pas continué les études, il a très vite, très tôt arrêté les études, il s'adonnait à des activités qui pouvaient lui apporter un peu d'argent sur le tas. Donc, il faisait des petites activités. Et il y a une autre source qui disait que non, qu'il ne faisait pas d'activités, mais il aidait sa famille, ses parents qui avaient des champs. Donc, il participait aux activités champêtres de sa famille, aidant son père et sa mère à ce niveau-là. Au-delà de cela, et vous allez le remarquer, il intègre l'armée par le même canal que toutes ces personnes-là qui n'ont pas eu de longues études, qui n'ont pas fait de longues études en Côte d'Ivoire à l'époque. C'est ainsi que, grâce au service militaire, il va intégrer l'armée ivoirienne. Donc, il va faire 2 ans de formation et par la suite, il sera retenu après la première mutinerie de 1990 qui est survenue en Côte d'Ivoire. Il va faire partie de la FIPAC, la force d'intervention rapide paracommando, qui a été construite, initiée par le général Robert Gueye. C'est à l'intérieur de la FIPAC qu'il va démontrer ses talents de militaire. Et c'est au cours de cette période-là qu'il va se faire de véritables relations. Lui, il est connu pour être quelqu'un qui a le franc-parler, mais qui ne parle pas vraiment assez. Certains disaient même qu'il était un peu timide. Non, il ne parlait pas assez. En 1998, à la création de la MINUCA, dont l'objectif est d'intervenir en Centrafrique, stabiliser le pays à ce niveau-là, il va faire partie des soldats qui ont été délégués, qui ont été envoyés par l'État de Côte d'Ivoire en Centrafrique. Il va encore s'illustrer là-bas. Mais déjà dans l'armée ivoirienne, il s'est fait des relations. Et il faisait partie d'une branche. La branche de ceux-là qui considéraient le fait qu'il fallait prendre en compte les aspirations des populations qui vivaient dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui étaient dans une certaine mesure exclus de la gestion du pays, qui étaient dans une certaine mesure négligés, agressés même par les dirigeants ivoiriens. Il a donc fait partie de ces soldats-là qui se sont revendiqués nordistes et qui étaient prêts à tout pour que le nord de la Côte d'Ivoire soit considéré dans la gestion du pays. Ils disaient qu'ils étaient exclus. Mais là encore, il n'est pas vraiment connu. C'est en 1999, alors qu'il y a la mutinerie, qu'il va commencer à s'illustrer petit à petit. Il va participer au coup d'État de 1999 en tant que soldat lambda, c'est-à-dire qu'il n'aura pas sa charge comme l'on a vu avec l'histoire de M. Bokayapi ou de M. Ibrahim Koulibaly, une tâche particulière. Mais il va faire partie de ceux-là qui seront envoyés sur le terrain. Il va donc participer à la matérialisation du coup d'État de 1999. Après 1999, pendant la gestion de 1999, il va faire partie des soldats-là qui seront autour de M. Robert Gueye. Mais il ne fera pas partie de la garde rapprochée du général Robert Gueye, contrairement à toutes les personnes qu'on a réussi à évoquer leur histoire ici sur cette chaîne. Il sera encore un soldat lambda. C'est pourquoi, à la suite de la tentative d'assassinat qui était à l'encontre du général Robert Gueye, président de Côte d'Ivoire à l'époque, qui a porté le nom du complot du cheval blanc, qui a vu M. Ouattao, Cheikh Ousmane et consorts être conduits en prison, Ouma Diarra Souba Zaga Zaga
ne sera pas envoyé en prison parce qu'il n'était pas parmi ceux-là qui étaient proches du général Robert Guéhi, mais qui partageaient un sentiment et une relation particulière avec M. Ibrahim Koulibaly, qui ont été par la suite envoyés en prison. Lui, il va continuer sa mission de soldat ivoirien. Et à cette époque-là, il était caporal, le grade qu'il a toujours eu. Mais il était réputé déjà pour une chose, c'est qu'il a la main facile sur la gâchette. C'est-à-dire que lorsqu'il tire, il est à même de faire sortir beaucoup de balles sur le tas. Je ne sais pas comment ça fonctionne concrètement parce que je ne suis pas militaire, mais on disait qu'il avait la facilité avec la gâchette, ce qui faisait qu'il avait la dénomination où on l'appelait zaga zaga, comme le bruit d'une arme lorsque les balles sortent tout naturellement. Lui, il va concrètement s'illustrer à partir de 2001. Il faut savoir qu'en 2000, il y a l'élection présidentielle qui est organisée et M. Laurent Gbagbo, dans des conditions bien particulières, va prendre le pouvoir. Après l'élection présidentielle de 2000, remportée par M. Laurent Gbagbo, il y a par la suite l'organisation d'élections législatives et municipales qui doivent s'organiser dans le même canevas. Et à ces élections-là, il y a la candidature de M. Alassane Ouattara qui est refusée pour les législatives. Celui-là qui voulait se présenter à l'élection pour devenir député dans la circonscription de Kong. Alors, Diarasso Bah Oumar, Ouattara et plein d'autres soldats vont se rendre chez un certain Alain Lobognon et chercher à savoir comment est-ce que ça se passe concrètement. Parce qu'ils n'avaient pas la culture politique, ils n'étaient pas vraiment ancrés dans tout ce qui a trait à la politique à l'époque. Ils vont donc chercher à prendre les informations et comprendre comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça se fait au niveau et auprès de M. Alain Lobognon, qui lui leur dira que, effectivement, la candidature de M. Alassane Ouattara a été rejetée. Il n'est pas et il ne peut pas être candidat à l'élection législative de 2000 en Côte d'Ivoire. Ce qui va révolter directement ces soldats-là qui vont dire qu'ils sont déterminés à inscrire le nom de M. Alassane Ouattara sur la liste électorale. Mieux, à faire en sorte que M. Alassane Ouattara devienne président de la République de Côte d'Ivoire. C'est ainsi que dans la nuit du 7 au 8 janvier 2001, il y aura ce qu'on appelle la tentative de coup d'État qui portera le nom du complot de la Mercedes noire. Et à ce complot-là, il va participer activement parce que toutes les sources que nous avons contactées convergeaient en ce sens-là et signifiaient cela clairement. Il a participé au coup d'État activement. Pour dire qu'il n'était pas simplement un soldat lambda comme en 1999. Non, là il était au devant de la scène. On ne sait quel rôle il a joué concrètement, mais il paraît qu'il a été celui-là qui a harangué les foules pour matérialiser ce coup d'État-là, parce qu'il était vraiment déterminé à cette période-là. Il se battait pour ses convictions, celles selon lesquelles il fallait désormais que les aspirations des populations qui vivaient dans le nord de la Côte d'Ivoire soient prises en compte, mais surtout que son candidat à lui, M. Alassane Ouattara, soit candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire ou à une élection en Côte d'Ivoire. Et ils vont participer, réaliser le complot de la Mercedes noire. Tout naturellement, et comme vous le savez, ce sera un fiasco, échec de la tentative qui va par la suite conduire toutes ces personnes vers les îles qui vont aller au nombre de 60, se réfugier directement au Burkina Faso où ils vont réfléchir et se préparer pour revenir attaquer la Côte d'Ivoire. Il faut attendre jusqu'au 19 septembre 2002 pour voir la matérialisation de tout cela. Mais déjà, il faut le signifier, il y a une préparation qui est faite tout naturellement. Et au cours de cette préparation, Oumar Diarra est au devant de la scène parce qu'il est devenu un pion majeur. Il fait partie de ceux-là qui croient, qui pensent comme Ibrahim Koulibaly, qui en réalité est le leader, le meneur, celui-là qui est entre griffes, on pourrait dire l'axiome de cette idéologie selon laquelle il faut se battre pour que M. Alassane Ouattara soit candidat à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire ou à une élection de façon générale en Côte d'Ivoire et que l'indondisme soit considéré au même titre que les sudistes et consorts. Donc Oumar Diarra est à partir de cette période-là en vue. Et c'est lui-même qui va entraîner des soldats, avec simplement son titre, son grade de caporal. Mais il faut signifier que ces soldats qui étaient recrutés n'étaient pas nécessairement des soldats de l'armée. C'était aussi des jeunes qui avaient cette conviction-là, qui voulaient aider, qu'on qualifiait généralement de mercenaires et autres. Ils vont former des jeunes pendant cette période-là, se préparer tactiquement, stratégiquement pour attaquer la Côte d'Ivoire. Et comme je viens de le dire, c'est effectivement dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002 qu'ils vont attaquer la Côte d'Ivoire. Alors qu'ils attaquent la Côte d'Ivoire, Oumar Diarra va devenir un pion très important à cette période-là, sera chargé avec son équipe d'attaquer la ville de Bouaké, prendre cette ville-là entre les mains. C'est ici qu'ils vont rapidement cibler certaines zones. La gendarmerie et consorts, on a largement parlé lorsqu'on évoquait l'histoire de la Côte d'Ivoire et la tentative de coup d'État dans les vidéos précédentes. Ils vont donc mettre la main sur la gendarmerie. Et c'est là qu'ils vont tuer M. Dagouloula. C'était une descente qui va être radicale, vigoureuse, rapide, où ils vont neutraliser la gendarmerie, neutraliser toutes les forces qui pouvaient s'opposer à leur volonté et prendre effectivement la ville de Bouaké.
Alors qu'ils prennent la ville de Boaké, c'est Ouma Diarra-Souba. Et ça, beaucoup de personnes ne le savent pas, qui est le Komzon de cet espace. C'est-à-dire qu'il est le chef de la partie. Et tout le monde est d'accord pour dire que, excepté Ibrahim Koulibaly, c'est Ouma Diarra-Souba qui est le véritable leader. C'est lui sur le terrain qui coordonne tout. C'est lui qui indique la voie à suivre sur le terrain en Côte d'Ivoire. À partir de cet instant, Ouma Diarra-Souba est connu de tous et commence à faire parler de lui vraiment au niveau de la Côte d'Ivoire. Et là, il n'y a pas que des soldats qui le connaissent, même les civils ivoiriens connaissent et savent qui est Ouma Diarra-Souba. La volonté de réaliser le coup d'État deviendra une tentative de coup d'État parce qu'elle ne se réalisera pas. Et ils vont s'installer dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, prendre Boaké et consorts. Ils vont donc délaisser le sud qui sera entre les mains de l'État de Côte d'Ivoire. Mais pendant qu'ils sont installés dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y a désormais des mises au point qu'il faut faire. On va donc désigner des chefs et autres. Mais alors qu'il faut désormais qu'un leader sorte du lot et dise qu'il est en réalité celui-là qui a orchestré la tentative de coup d'État, qu'il est celui-là qui a inspiré les soldats pour qu'ils prennent les armes, il n'y avait personne. Parce que tout le monde attendait Ibrahim Koulibaly pour qu'il le fasse. Mais il ne le fera pas. C'est par la suite la sortie d'un certain Guillaume Soro qui va rassurer certains. Parce qu'à l'époque, la rumeur disait qu'il ne s'agissait pas d'Ivoiriens qui réalisaient le coup d'État. C'était des Burkinabés, des Maliens, des pays étrangers qui voulaient déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il fallait donc qu'un soldat prenne les devants et vienne dire que c'est moi qui suis devant, c'est moi qui ai inspiré, c'est moi qui lead cette rébellion. C'est par la suite Guillaume Soro qui va le faire. Mais pendant cette période, il y avait déjà une contestation à l'intérieur de la rébellion. Parce que c'était qui s'attendaient à ce que cela soit rapide et facile. Parce que Ibrahim Koulibaly, qui les a tous encouragés, qui les a encensés, allait sortir et dire que c'est lui qui était à la tête. Il n'est pas sorti. Et certains commencent à douter peu ou prou de la légitimité de M. Ibrahim Koulibaly. Et d'autres vont commencer à chercher un autre leader. Celui qu'ils vont retrouver, donc le leader, en M. Guillaume Soro beaucoup plus tard, lorsqu'il va sortir et dire que c'est lui qui a la tête. Mais déjà, il y avait des contestations à l'intérieur de la rébellion. Pendant qu'ils sont installés dans la moitié nord de la Côte d'Ivoire, il faut savoir que dans la journée du 6, le dimanche 6 octobre 2002, l'État de Côte d'Ivoire va déployer son armée vers cette partie-là. Il faut récupérer les terres qui ont été conquises par la rébellion. 3 colonnes de soldats chargés dans des bâchers et des chars vont aller en direction de Boaké. Ils vont pénétrer la ville à pied et tirer quelques balles par-ci et par-là, ressortir de la ville de Boaké. Ce qui est surprenant parce que normalement, lorsqu'on attaque, on attaque vraiment jusqu'à prendre. Mais là, ils ressortent de la ville de Boaké et tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe concrètement. Et on dit qu'il s'agit d'une stratégie pour pouvoir repérer, voir comment se déplace l'ennemi. C'est le lendemain, le lundi 7 octobre 2002, qu'ils vont pénétrer Boaké et vraiment attaquer. La bagarre sera vraiment forte, incroyable. Ils vont donc se battre jusqu'à la zone Tiébissou, Boaké et autres. Et c'est au cours du combat au niveau de la ville de Tiébissou qui va devenir par la suite la zone tampon qu'il y aura le décès de M. Ouma Diarra-Souba. Il meurt pendant la bataille de Tiébissou, le 7 octobre 2002. Mais ça, c'est la version officielle. C'est ce que tout le monde sait. En réalité, selon nos sources et quelques informations puisque nous avons réussi à observer pendant nos recherches, nos enquêtes, nous voyons que, en réalité, ce n'est qu'un leurre. Parce que, comme je l'ai signifié tout à l'heure, initialement, il y avait un débat à l'intérieur de la rébellion qui concerne le leader charismatique qui devait s'exposer et dire que c'est moi qui lead le mouvement. Tout le monde, croyant que Ibrahim Koulibaly le fait, était un peu découragé de cet homme. Mais vous voyez cet espoir dans une certaine mesure en Ouma Diarra-Souba, Zagazaka, qui est en réalité un pilier très important dans ce mouvement-là. Donc certains commençaient à converger vers lui pour qu'il puisse devenir le leader du mouvement. Mais de l'autre côté, il y avait également M. Guillaume Soro qui voulait devenir le leader, qui était prêt et avait, certains le diraient, tout pour être le leader. Donc il y avait déjà un conflit d'intérêt, de positionnement à l'intérieur de la rébellion. Et nos sources nous disent que, en réalité, M. Ouma Diarra-Souba n'a jamais été tué à Tiébissou. Il était tué pendant les mouvements de contestation à l'intérieur de la rébellion, où il fallait chercher qui allait devenir le leader. C'est là qu'il était tué et sa mort a été cachée et exposée par la suite lorsqu'il y a eu la bataille de Tiébissou. Ne pas que l'adversaire sache qu'il y a déjà des mouvements de tension à l'intérieur de la rébellion, des mouvements de division. Ils ont donc profité de cet instant et dit à toute la Côte d'Ivoire que Ouma Diarra-Souba a perdu la vie pendant cette bataille. C'est là qu'il s'éteint et que son histoire prend fin. Il a toujours cru en ses convictions. On pourrait le dire qu'il a utilisé la voie à ne pas utiliser, qu'il s'est fourvoyé, mais il a combattu et a tenté de matérialiser ses convictions, ses rêves, sur quoi il croyait vraiment.
l'histoire de Ouma Diarra-Souba, c'est ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'oublie pas de partager cette vidéo d'abord et avant tout. Et reviens, like cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Désormais, on sort au moins 2 vidéos par semaine sur YouTube. Le mercredi et le dimanche. Mercredi à 17h00 GMT et le dimanche à 18h00 GMT. Parfois, on va au-delà lorsqu'il y a des sujets d'actualité parce qu'ici, on parle purement d'histoire, mais on parle aussi d'actualité. On fait des décryptages, des analyses pour expliquer concrètement ce qui se passe. Bref, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien.